Donc bienvenue à cette conférence de presse du CNPO. Donc on a positionné un petit peu en amont du salon de l'agriculture cette année pour vous donner des éléments vous permettant de parler de l'œuf. Alors je sais que vous en parlez de façon très régulière, mais là on va vous donner de nouvelles informations sur la consommation des œufs, sur nos objectifs à nous. Et puis nous aurons une brillante intervention de Circana. Je laisserai Émilie Meyer présenter son entreprise par la suite, et donc sur des tendances de consommation, comment le Français mange des œufs et qu'est-ce qu'il va faire avec ces œufs-là dans les années à venir, je crois. Mais on verra ça plus tard. Mais en tous les cas, sur cette matinée, on parlera du record de consommation d'œufs. Là, on vous présentera les chiffres de 2025 sur la consommation par habitant et sur le fait que la filière appelle au soutien collectif pour accélérer la construction de bâtiments, puisque notre objectif, il est commun à nous tous, là je vous parle en tant que citoyen, c'est d'avoir de l'œuf français dans nos assiettes pour longtemps et pour toujours, et suivre les évolutions de consommation à venir. Mais on vous présentera aussi les chiffres là. Donc moi je me présente, Yves-Marie Baudet, président du CNPO, mais je suis avant tout éleveur, producteur, éleveur de poules pondeuses et des poules qui produisent des œufs. Donc j'ai 3 types d'œufs, les codes 1, 2 et 3. Donc le code 0, œuf bio, le code 1, poule plein air, le code 2, poule au sol, et le code 3, qui est la poule élevée en cage aménagée, respectant les normes européennes, toujours en vigueur actuellement. Sur cette conférence de presse, nous serons 4 à intervenir. Loïc Colombel, qui est administrateur au CNPO et qui est président de la commission communication, qui est ici, là, devant moi. Émilie Meyer, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis Alice Richard, la directrice du CNPO depuis maintenant un peu plus de 3 ans, dès que vous avez l'habitude de retrouver sur nos différents salons, et puis ici aussi en contact direct dans beaucoup de sollicitations médiatiques. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, 2 parties dans cette conférence de presse. L'œuf, tous les ingrédients d'un succès durable, et la filière mobilisée pour accélérer une augmentation de production. Moi, je vais donc laisser la parole à Alice Richard, qui va vous faire déjà un état des lieux de la consommation aujourd'hui, avec quelques chiffres très intéressants. Merci Yves-Marie. Merci. Donc bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, on va vous faire en effet un petit point sur les derniers chiffres de consommation. Donc on a tout juste finalisé là, en début d'année 2026 sur 2025. En tout cas, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours une hausse de la consommation en œufs sur 2025. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, donc, on a un nouveau record de consommation qui est à 237 œufs par habitant en 2025 contre 227 en 2024. Ce chiffre-là, ça comprend tous les œufs qui soient consommés à domicile ou en restauration, et via les ovoproduits, mais aussi les œufs coquilles. Donc c'est vraiment l'ensemble de la consommation qui fait ce 237. Et en termes de dynamique, le plus 5% là, que vous voyez sur la gauche en 1 an, donc entre 2024 et 2025, c'est la hausse de consommation des ménages sur les œufs coquilles en magasin. Donc ça, c'est pour vous donner les grands chiffres de 2025. Et si on regarde un petit peu plus dans le rétro, finalement, ça fait 3 ans qu'on a une consommation qui est très dynamique en œufs. Si on regarde de 2023 à 2025, la consommation a fait plus 14%. Donc, ce sont les chiffres que nous a donné Circana. Et donc, ça représente, pour vous donner un ordre de grandeur, 300 millions d'œufs à peu près supplémentaires achetés par an. On vous a fait un petit peu aussi le détail par segment, par code. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu des hausses qu'on constate en fait sur tous les codes. Alors de manière très importante sur notamment le plein air et le sol, un petit peu moins en bio, mais on voit quand même qu'on est sur une dynamique positive quel que soit le code. Et en parlant de code et de mode d'élevage, justement, à date, il y a 82% des achats d'œufs en magasin qui concernent des œufs alternatifs à la cage. C'était aussi pour vous faire un point d'étape sur la consommation, sur les achats des ménages en magasin, sur les œufs alternatifs. Donc voilà un petit peu les grands chiffres de consommation et la dynamique. Et donc nous, ce qu'on a voulu creuser, ce qu'on a voulu savoir auprès de Circana,
c'est qu'est-ce qui explique finalement cette consommation, quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer que l'œuf se vend toujours aussi bien en magasin. Et donc là, je vais laisser la parole à Émilie Mayer de Circana pour la suite. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler du succès de ce formidable produit qu'est l'œuf. Cette présentation s'intitule l'œuf, synthèse des nouvelles exigences alimentaires, parce qu'on a tendance parfois à réduire le succès de l'œuf à son prix très abordable en tant que protéine. Alors c'est un des facteurs de succès du produit, mais vous allez voir, il y en a plein d'autres. Alors je vais revenir rapidement sur les chiffres. Alors ce sont encore les chiffres de 2024, mais retenez 237 œufs donc consommés par les Français sur une année. Il y a 47% de ces œufs qui sont vendus en œufs coquilles en grande distribution. Le reste est vendu en dehors de la grande distribution ou sous une autre forme. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de la grande distribution puisque Circana couvre ce circuit-là à travers les sorties caisses des magasins. Donc pour vous dire que sur un an, en grande distri, il se vend quand même 7,3 milliards d'œufs, ce qui équivaut à un marché de 2 milliards d'euros. Donc ça fait du marché de l'œuf un des plus gros marchés de la grande distribution. En nombre de boîtes, on est quasiment à 700 millions de boîtes d'œufs qui passent en caisse chaque année. Alors on est sur un produit qui est effectivement très accessible en prix. En moyenne, un œuf, c'est 28 centimes l'œuf. Donc vous voyez que pour une portion de 2 œufs, ça fait effectivement, c'est assez imbattable en termes de prix. C'est une progression, on l'a vu, de 14% sur 3 ans. Et quand on remonte et qu'on regarde le succès du produit sur une décennie, c'est 25% de progression. Je vous montrerai juste après comment ça s'est fait. Donc, produit extrêmement consommé, c'est intéressant de le comparer aux autres produits alimentaires. Alors les autres produits alimentaires, ils ne sont pas comptés en nombre, ils vont être comptés en litres ou en kilos. Mais voilà, même si on convertit les œufs en kilos, ils restent dans ce top 10 des aliments les plus consommés par les Français, aux côtés du lait, des yaourts, des fromages, de l'huile, de la crème fraîche, du sucre ou encore des pommes de terre surgelées. Donc c'est un produit qui est extrêmement présent dans le quotidien de tous les Français. Alors, comment on est arrivé à ces 7,3 milliards d'œufs, c'est le chiffre que vous voyez sur la droite du graphique. Si on prend un point de départ qui est 2014, donc on est même sur un peu plus de 10 ans, on achetait en grande distribution 5,7 milliards d'œufs. Donc vous voyez que la progression, elle est constante finalement, puisque entre 2014 et 2019, oui, on a augmenté la consommation d'œufs. Vous voyez qu'on a un saut en 2020. Avec la pandémie, on s'est retrouvé chez nous, on a plus consommé chez nous. Donc là, la consommation d'œufs, elle a pris 10%. Mais vous voyez qu'après, elle a continué à progresser. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre, comme la plupart des catégories alimentaires post-Covid, à une forme de retombée. Non, là, on a continué à engranger de la croissance. Et c'est vrai que si on prolonge la croissance des œufs sur les prochaines années à peu près au même rythme, on pourrait arriver aux 8 milliards d'œufs vendus en grande distribution d'ici 2028. Alors la consommation, elle est dynamique sur la dernière année. Et là, vous avez les tendances dans les différentes régions de France. Alors il y a des disparités, mais vous voyez que c'est quand même assez unanime parce que la progression, même la moins marquée, on est tout de même à plus 3%. Je rappelle que les volumes alimentaires l'année dernière, en grande distribution, ils n'ont même pas fait 1%. Donc la progression de l'œuf, à ce titre-là, est assez exceptionnelle. Donc comment on peut expliquer cette dynamique ? Alors, il y a plein de raisons, et c'est ça qui est très intéressant avec ce produit et qui, quelque part, nous assure sa pérennité dans le temps, c'est que c'est un produit qui est extrêmement polyvalent. C'est à la fois un ingrédient dans plein de compositions culinaires, mais c'est aussi un plat en tant que tel. On peut le manger sucré ou salé, chaud ou froid, en entrée, en plat, en dessert. On peut le manger solo, bistrot ou gastro. Il y a plein de niveaux de sophistication possibles dans la culinarité de l'œuf. Et puis c'est un produit qui se consomme bien évidemment à la maison ou à l'extérieur. Donc il y a très peu, moi j'en ai pas trouvé d'autres, des produits alimentaires finalement qui cochent toutes ces cases-là. Et donc 98% des Français sont d'accord avec l'affirmation qui dit que l'œuf est une source inépuisable de créativité culinaire.
Donc c'est un produit polyvalent, c'est un produit qui est aussi extrêmement fédérateur. Il s'adapte, il est présent finalement dans toutes les cuisines du monde. Il est compatible avec toutes les religions. Il est compatible avec tous les régimes alimentaires, ou quasiment. Et il est consommé à tous les âges. C'est un produit qui est transgénérationnel, qui est aussi bien consommé par les enfants que par les personnes plus âgées. C'est un produit qui est simple et pratique, c'est-à-dire qu'il est simple dans le sens où il peut se suffire à lui-même, hein, quand on le mange à la coque, au plat ou en omelette. C'est un produit qui se conserve plusieurs jours, et ça c'est aussi intéressant puisque les Français gaspillent beaucoup et se sont attaqués à cette chasse au gaspillage. Et puis c'est un produit qui est facile, et aujourd'hui il y a plein de choses dans la consommation des Français qui signent la recherche de facilité et de simplicité. C'est aussi un produit qui est un produit estimé naturel. Hein. Quand on demande aux Français quels sont les attributs importants selon vous pour un produit alimentaire, eh bien la première chose, avant les autres, hein, des teneurs en sucre ou en sel ou en fibres, c'est l'aspect naturel. La naturalité, c'est quelque chose qui est important, et l'œuf étant un produit extrêmement brut et simple, eh bien il est considéré par 96% des Français comme un produit naturel. Donc, il coche l'attente numéro 1 sur un produit alimentaire. C'est un produit qui dispose aussi de vrais atouts pour la santé de l'homme, et cette préoccupation pour la santé. Alors, la conscience de l'impact de l'alimentation sur sa santé, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il y a eu une vraie accélération quand même depuis la crise sanitaire. Hein. Les Français essayent de faire attention à ce qu'ils consomment, parce qu'ils ont conscience qu'ils vont vivre longtemps et que c'est mieux de vivre en bonne santé. Et c'est vrai que vous avez là quelques affirmations avec lesquelles les Français sont de manière très unanime d'accord. Hein. Si je prends celle du milieu, la consommation régulière d'œufs contribue à une alimentation saine et équilibrée. Plus de 9 Français sur 10 sont d'accord avec cette affirmation. C'est aussi une famille de produits qui propose des produits engagés à forte proportion. C'est vrai que quand vous êtes devant un rayon en grande distribution d'œufs, eh bien vous avez 47% de l'œuf, c'est des œufs plein air, et quasiment un quart de l'œuf, c'est des œufs bio. Donc quand on veut s'engager dans une consommation meilleure pour la planète ou pour sa propre santé, on a une proposition sur cette catégorie de produits qui est extrêmement solide, ce qui n'est pas le cas dans des proportions aussi importantes sur beaucoup de familles des produits de grande consommation. C'est un produit aussi qui va répondre à une attente aussi forte des Français, qui est l'origine. Quand on interroge les clients de la grande distribution et qu'on leur dit quel type de produit vous aimeriez trouver en plus grand nombre sur les étagères des magasins de la grande distribution, les deux premières réponses, pour quasiment la moitié des clients de la grande distribution, c'est plus de produits locaux et plus de produits fabriqués en France. Et cette origine, elle est très importante pour les Français, et c'est vrai que les œufs cochent complètement cette case-là de l'origine locale, ou en tout cas nationale. Et puis j'en parlais, l'œuf, c'est un produit anti-crise. Il est considéré comme tel par les Français, par 71% des Français. Et effectivement, je vous le disais, à 28 centimes l'œuf, donc 56 centimes les 2 œufs, on se situe bien en dessous de ce que vont coûter par exemple une portion de viande, même que ce soit du bœuf ou même de la volaille. Et donc, c'est plutôt bienvenu dans un contexte où le pouvoir d'achat, certes, progresse un petit peu en France, mais de manière assez modérée. On a des Français qui font, même si on n'a plus d'inflation, toujours extrêmement attention à ce qu'ils dépensent. Là, je vous ai beaucoup parlé de grande distribution, mais l'œuf, il est aussi clairement remis au goût du jour du côté de la restauration, parce que la restauration, elle souffre. Depuis la pandémie, les restaurants n'ont pas retrouvé, et notamment la restauration à table, le niveau de fréquentation qu'ils avaient avant la pandémie. L'inflation les a beaucoup touchés. Et donc les Français font des arbitrages et ils arbitrent là-dessus. Et c'est vrai que remettre l'œuf en avant, c'est la capacité pour les restaurateurs de proposer des menus qui soient accessibles en prix. Donc c'est vrai qu'on revoit beaucoup les bouillons, par exemple, très, très tendance à ouvrir un peu partout en France, avec un œuf qui est assez central dans ce type de restauration.
Alors, on a vu qu'il y a beaucoup d'explications à cette très bonne santé de l'œuf. Quels sont encore finalement les potentiels de croissance ? Ce qui est assez magique, c'est que des potentiels de croissance, il en reste pas mal. Il en reste au niveau des circuits de distribution. C'est vrai qu'aujourd'hui, en grande distribution, le canal le plus dynamique, c'est le drive. Et l'œuf pourrait être encore mieux implanté dans ce circuit-là. Du côté de la restauration, je dis la restauration va pas très bien. Il y a un pan de la restauration qui va bien, qui est la restauration snacking. Et l'œuf est assez affinitaire avec ces produits-là. Il y a aussi d'autres canaux alimentaires qui se portent très bien. Je pense aux supermarchés frais type Grand Frais. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de croissance du côté de ces supermarchés-là. Et puis il y a plein de façons de consommer, de s'alimenter qui se développent, comme les box à cuisiner, où l'œuf peut, en fonction des recettes, tout à fait trouver sa place. La culinarité, alors on a dit que l'œuf était déjà un produit qui se prêtait à plein de façons d'être consommé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que ce soit dans les achats en grande distribution ou du côté de la restauration, une vraie envie des Français de renouveler un peu le répertoire culinaire et une vraie appétence pour la cuisine du monde. Donc de découvrir des produits d'ailleurs, alors des fois de pas très loin, les produits italiens ont beaucoup de succès, mais les produits mexicains aussi, asiatiques, ont des très beaux taux de progression. Et c'est vrai que l'œuf, il est central dans des cuisines, dans toutes les cuisines du monde finalement. Si vous regardez les plats phares de la cuisine mexicaine, de la cuisine japonaise avec le ramen, du Sénégal avec le poulet yassa par exemple, l'œuf est toujours en centralité. Donc c'est vrai que cette appétence pour la cuisine du monde, elle va être très positive pour ce produit-là. Il y a peut-être aussi une saisonnalité qui peut être un levier de croissance pour l'œuf. C'est vrai que quand on regarde les ventes de l'œuf en grande distribution, on a une petite sous-vente sur la période d'avril à juillet. Donc peut-être un produit consommé un peu moins, en tout cas moins acheté pendant les périodes de saison estivale. Donc peut-être quelque chose à faire sur comment pousser l'utilisation du produit de l'œuf sur des périodes peut-être un peu plus chaudes. Ensuite, les occasions de consommation. C'est vrai que quand on regarde à quel moment l'œuf est particulièrement consommé, il est surtout consommé en fait sur les moments de repas traditionnels, le déjeuner et le dîner. Il est aujourd'hui moins consommé sur le petit déjeuner par exemple. Et c'est vrai qu'il y a un univers en ce moment, depuis quelques temps, du petit déjeuner qui est complètement en train de se réinventer. Il y a des recommandations qui vont vers des petits déjeuners moins sucrés, voire des petits déjeuners plus sucrés du tout, voire des déjeuners très protéinés. Et donc ça peut être aussi très favorable à la consommation de l'œuf. Au-delà du petit déjeuner, je l'évoquais un peu tout à l'heure, le snacking. Le snacking, c'est un univers qui se développe extrêmement fort puisque les repas des Français se déstructurent, deviennent plus nomades. On multiplie les prises alimentaires et donc il faut que les aliments, ils accompagnent ces changements de vie. Et là, je vous ai mis quelques dynamiques de segments snacking qui sont tous les plats qui sont proposés en box ou en cup. Les sandwichs, les salades, vous voyez qu'on est sur des progressions de volume qui sont très importantes. Et quand on regarde la box la plus vendue aujourd'hui en grande distribution, c'est la box pâte carbonara de la marque Sodebo, donc il y a de l'œuf. Le sandwich le plus vendu, c'est aussi un sandwich Sodebo poulet rôti œuf. Et puis, dans les salades, c'est la salade Manhattan, poulet rôti, œuf. Donc, on voit bien que l'œuf se prête aussi beaucoup à cette consommation snacking. Et puis, le sujet de la santé, à mon avis, va continuer à porter la croissance de l'œuf. On a une population française qui se seniorise, vous le savez, une population qui vieillit. On a un Français sur 5 aujourd'hui qui a plus de 65 ans. Ce sera 27% d'ici 2050. Et donc, quelque part, les personnes seniors, elles ont aussi besoin de davantage de protéines. Aujourd'hui, la protéine est assez tendance, mais c'est pas forcément les plus âgés qui la consomment. En tout cas, cette seniorité, ça va amener des besoins alimentaires différents
et aussi un besoin de protéines. Et puis pas uniquement, je vous le disais, des Français qui ont envie d'être en bonne santé. Nous, on voit des dépenses dans les activités sportives qui augmentent beaucoup ces 2 dernières années, notamment dans les fameuses salles de sport. Et puis, je vous parlais de l'alimentation protéinée, donc pour les sportifs, mais pas que. Tous ces produits qui vont se réclamer avec une richesse en protéines ou des protéines ajoutées, c'est déjà un marché en grande distribution qui fait 1,5 milliard d'euros. Et donc, ce discours autour de la protéine, cet engouement peut être aussi favorable à l'œuf qui est pour le coup une protéine naturelle. Donc, il y a des choses à faire valoir par rapport à des produits protéinés qui peuvent être un peu plus transformés. Voilà, donc en conclusion, vous dire que ce produit, il marche bien, ça c'est vrai, c'est très vrai sur les 3 dernières années, mais vous voyez que finalement, depuis le milieu des années 2010, j'ai pas de chiffres avant, mais en tout cas, la trajectoire, elle est extrêmement croissante. Et je pense que quand on veut expliquer la croissance de l'œuf, il faut vraiment embrasser tous les facteurs explicatifs que j'ai évoqués, à savoir que c'est un produit qui est fédérateur, très polyvalent, très pratique, économique, engagé et sain. Merci. Merci, Émilie. Merci, Émilie, pour ce décryptage de ce produit fantastique qu'est l'œuf. Moi, je vais revenir sur des choses un peu plus terre-à-terre. Je vais vous parler un petit peu de la situation actuelle de la production française. Donc on a une filière qui est mobilisée pour accélérer la construction des poulaillers, puisque aujourd'hui c'est le facteur limitant de notre filière aujourd'hui sur le marché français, parce qu'on a un marché, comme ça a été expliqué, qui est sous tension. On a une demande qui est très forte et aujourd'hui, même si on a augmenté un peu notre production en 2025, on a fait plus 0,8% en production et on frôle les 16 milliards d'œufs produits donc sur 2025. Mais on est encore, on produit pas suffisamment pour pouvoir fournir le marché par rapport à ce qu'il demande. Aujourd'hui, c'est 957 000 tonnes équivalent d'œufs qui sont produites en France en 2025. Et on a une forte augmentation de la mise en place de poulettes en 2025, ce qui veut dire qu'on va continuer à augmenter la production sur l'année 2026. Et on a également un allongement de la durée de l'élevage des poules, donc qui nous ramène un peu plus de production. Aujourd'hui, on a toujours en production une augmentation de l'élevage alternatif. On arrive à 77% de poules en production en France qui sont en élevage alternatif en 2025. C'est plus de 2% par rapport à 2024. Particularité française, au niveau européen, on a plus d'une poule sur 2 qui a un accès à l'extérieur en France. Et au niveau européen, les pays qui ont le plus de poules allées à l'extérieur sont plutôt à 1 sur 4, voire beaucoup moins suivant les pays. Et on n'oublie pas que notre objectif en 2030, c'est d'avoir 90% de la production française en élevage alternatif hors cage. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a une production qui est toujours insuffisante par rapport à la consommation. Donc on observe une forte dégradation de notre taux d'auto-approvisionnement, puisque aujourd'hui on est à 95,8%. Donc, ce qui veut dire qu'on dépend de l'importation, on a une augmentation des importations. Alors on pourrait dire on stoppe l'export parce qu'on exporte également, mais on n'exporte pas les produits dont on a besoin pour mettre en magasin, on exporte plutôt des ovoproduits et on exporte particulièrement du blanc d'œuf parce qu'on a une consommation sur le marché européen qui est surtout en jaune dans les ovoproduits et on consomme beaucoup moins de blanc d'œuf. Notre objectif, c'est de retourner à 101%. On a connu ça en 2020-2021. On était à 102% d'auto-approvisionnement. Et l'objectif de la filière, c'est de retourner à 101%, ce qui nous permet d'avoir un équilibre de production. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, on a de plus en plus d'importations pour pouvoir fournir à la fois le marché de l'industrie et le marché de la grande distribution et de la restauration. Il est vrai qu'en grande distribution, on a l'avantage quand même d'avoir une distribution qui globalement joue le jeu de la filière française et de l'œuf, du logo œuf de France.
ce qui nous permet de maintenir quand même des positions. Mais on a aujourd'hui une augmentation de 42% en 2 ans du volume d'œufs importés. 21% sur l'année dernière, c'est 22% sur l'ensemble de l'année. On a les chiffres maintenant et on a une baisse de l'export. L'importation venant principalement d'Espagne, c'est principalement des produits intra-européens qui sont importés. Ça représente, le volume d'œufs importés en œufs coquilles représente 10% de la production française, 10% des 957 000 tonnes. Et au total, si on ajoute les ovoproduits, ça représente presque 18%. Et on a le même effet au niveau des ovoproduits. On a une augmentation d'exportation. Parce que l'année dernière, la France a exporté pas mal d'ovoproduits sur la Pologne en particulier, qui a subi une grave crise de grippe aviaire avec des productions qui ont fortement baissé. Tout ça pour dire que derrière, on a une balance commerciale qui avant était positive en volume et positive en valeur, et qui maintenant est négative en volume et négative en valeur, et qui continue à se dégrader fortement, puisqu'on était à moins 16 000 tonnes en 2024, et on va se retrouver à pas loin de 35 ou 40 000 tonnes en 2025 sur l'ensemble de l'année. Et pourtant, au niveau du consommateur, l'origine, comme ça a été précisé tout à l'heure par Émilie, est un critère plus qu'important et même primordial pour l'achat, pour l'acte d'achat. 89% des consommateurs mettent l'origine France comme étant un critère majeur dans leur achat. Un petit mot, parce qu'on ne peut pas y passer à côté, sur l'importation au niveau européen, de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'essentiel des œufs qui rentrent dans l'Union européenne proviennent d'Ukraine, et on continue toujours à avoir une augmentation, on multiplie par 50-60% tous les ans. Et tant qu'on n'a pas de production supplémentaire intra-européenne, on continuera à avoir une importation pays tiers. Il faut savoir que les œufs qui sont produits en Ukraine ne sont pas produits dans les mêmes conditions qu'en France. Dans le meilleur des cas, j'ai pu voir l'année dernière un bâtiment d'élevage qui est aux normes cage aménagée européenne, mais dans lequel, au lieu d'avoir la densité européenne, on a la densité pays tiers, c'est-à-dire qu'on avait 2 fois plus d'animaux à peu près que ce qu'on devrait avoir normalement en Union européenne. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions d'environnement, dans les mêmes conditions de production, ni dans les mêmes conditions de bien-être animal. Et pour nous, ça reste le gros enjeu pour nous, c'est d'augmenter notre capacité de production pour pouvoir justement éviter l'importation. Parce que si l'importation se met en place, elle risque une fois qu'elle est mise en place, elle sera compliquée à arrêter. Le dernier point particulier de notre filière aujourd'hui, qui est une exception mondiale, c'est l'ovosexage. Donc je pense que pas mal d'entre vous sont familiers avec ce sujet. Donc on est un des seuls pays au monde à pratiquer l'ovosexage. Il y a une production aux Pays-Bas pour l'Allemagne. L'Allemagne en produit une partie également en ovosexage. L'Autriche, c'est à peu près les seuls pays. C'est des choses qui vont avancer, mais qui avancent lentement. Pour la filière, c'est un surcoût de 40 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, jusque le mois de novembre 2025, on avait un système de collecte de cotisations sur les œufs vendus qui nous permettait d'assurer le financement, le surcoût auprès des couvoirs français. Et depuis 2025, ce coût est directement intégré par les accouveurs au prix de facturation du poussin et qui va après être répercuté librement au long des différents maillons de la filière. Et depuis 2026, donc l'Itavi a mis en place un indice de coût de production des poussins ovosexés. Et donc cet indice a augmenté de 100,5% en intégrant l'ovosexage. Voilà un petit peu pour dresser la situation actuelle. Maintenant, je vais vous passer la parole à Yves-Marie qui va nous amener les solutions pour que la filière arrive à être autosuffisante. Des solutions, je ne sais pas, mais des pistes de solutions. Mais en tout cas, juste pour faire la liaison avec Loïc sur l'ovosexage, l'interprofession a accompagné cette transition pendant 3 ans. Et puis là, maintenant, c'est devenu un coût de production sur tous les œufs français. Mais comme on avait déjà intégré ça dans les ventes d'œufs aux derniers clients, au niveau du consommateur, c'est donc sans effet aujourd'hui.
puisque ne serait-ce que la distribution l'avait déjà intégré au prix de vente consommateur. Donc on a juste changé la forme de facturation, nous, mais en tous les cas, pour le consommateur, ça n'a aucun changement, puisque depuis 3 ans, c'est intégré dans les prix de vente consommateur. C'est ça qui était important aussi de signaler. Voilà, mais on a... Loïc vous a décrit les niveaux de production qu'on peut avoir en France. Sachez quand même qu'on a tous les agriculteurs français qui sont persuadés qu'on a la meilleure agriculture du monde en France. Les agriculteurs sont convaincus de ça, mais le citoyen n'est pas toujours convaincu. Mais on doit quand même leur expliquer que, par exemple, en France, on est rendu à peu près depuis l'automne à 120 cas de grippe aviaire en France. Il y a à peu près 12 élevages de poules pondeuses qui ont été touchés par la grippe aviaire en France. Ça représente 1% de la production nationale. À côté de ça, on a eu des élevages. Alors, 1% de la production nationale, c'est à peu près 500 000 poules. À côté de ça, vous avez eu l'Espagne, par exemple, en 2 cas, qui a fait 1 300 000 poules. On a eu la Pologne, qui a fait en 1 cas 2,5 millions de poules pondeuses. C'est juste pour vous resituer aussi que la taille des élevages français, cadre familial, petites exploitations, on est entre 15 et 20 000 poules par exploitation, nous permet de mieux résister à ce type de pandémie et de sécuriser aussi un approvisionnement neuf au territoire. Quand vous avez en Italie un élevage d'1 million de poules aussi qui a été touché, bon, tout de suite ça pèse beaucoup sur la production nationale. Hein. Sur la Pologne, 2,5 millions de poules, c'est 10% de la production, je crois à peu près. Hein. À peine, mais... Ouais, bon. Et c'est conséquent quand même. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le modèle français nous préserve sur ces choses-là. Sur les salmonelles, juste pour faire un petit aparté, mais je vais continuer après sur la souveraineté, mais sur les salmonelles, on a des taux de prévalence qui ne sont pas excellents en France, mais on travaille le sujet, et d'ici la fin du mois, on pourra vous annoncer, par exemple, que le développement de la vaccination contre les salmonelles va considérablement faire baisser ce taux de prévalence. Taux de prévalence, pour ceux qui ne sont pas avertis, c'est le nombre d'élevages, le pourcentage d'élevages contaminés par an en France. Donc on est entre 2,5 et 3%. On n'est pas bon. On devrait être en dessous de 2%. On n'y est pas. Donc il faut qu'on développe absolument la vaccination. Et avec l'État français, on a un nouveau plan qui va se mettre en place pour favoriser cette vaccination-là sans que ça ne coûte rien à l'État français. On est sur une filière qui se prend tout le temps en charge toute seule. Sur le l'ovosexage, sur les salmonelles, ça on est capable de le faire parce qu'on est une filière aussi porteuse avec des professionnels qui se prennent en main à tous les maillons de la filière. On a un objectif, j'ai peut-être été un peu vite. Pour répondre à cette hausse de consommation, il faut se donner des objectifs. Rappelez-vous, en juin 24, on vous a donné un objectif qui était 300 poulaillers, qui était 90% de production alternative, tout ça à 2030. Les conférences de la souveraineté alimentaire qui sont menées par Madame la ministre Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, nous a demandé de nous poser la question en 2035. On a fait le travail, on est en train de le finaliser. On a un objectif, vous avez vu tout à l'heure, 15,9 milliards d'œufs produits en 2025. On a un kakémono là où c'est sa dernière sortie. Chiffre 2023, nous étions à 15 milliards d'œufs de produits. L'objectif 2035, c'est 18 milliards. Ce 18 milliards, c'est tout simplement une évaluation qui a été faite avec l'Itavi, où on retrouve en 2025 nos 237 œufs par habitant et par an. Et on a un objectif à 2035 à 269 œufs. Une progression de 32 œufs sur 10 ans. 3,2 œufs par an. Rappelez-vous, en 2023, nous étions à 224. Donc entre 2023 et 2025, on est passé de 224 à 237, plus 13 œufs. Et nous, on se donne, de façon assez raisonnable, plus 3,2 œufs par an sur les 10 prochaines années. C'est aussi des évaluations qui ont été faites avec des données d'instituts européens, tels que la Rabobank, qui évalue aussi ces évolutions de consommation dans le monde en général, en Europe, en Asie. Une tendance qui sera beaucoup plus forte sur l'Asie qu'en Europe, mais on pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Sachez que les Mexicains sont déjà à 390. Donc c'est un bel objectif, mais
faudra pouvoir suivre. Mais ce 269 œufs par habitant, qui est constitué de 2 tiers d'œufs coquilles et 1 tiers de vos produits. Les œufs coquilles qui se consomment aussi bien dans le marché de la GMS que dans le marché de la RHD, et tout confondu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on est à 45% en GMS, par exemple. Donc, vous voyez, mais c'est une donnée importante qu'il faut intégrer. Et bon, on est vraiment dans le vrai. Donc, comment arriver à ces 18 milliards d'œufs pour répondre à ces 269 œufs? Eh bien, il faut qu'on augmente la capacité annuelle de 3 milliards d'œufs par an en 10 ans. Donc, à horizon 10 ans, c'est de passer de 15 à 18 milliards. C'est-à-dire 179 000 tonnes œufs équivalent coquilles de plus par rapport à 2025. Donc, on a fait une évolution assez rectiligne sur nos productions. On retrouvait 2021 assez haut, mais l'effet grippe aviaire nous avait fait redescendre. Et puis après, nous repartons sur une trajectoire assez rectiligne. Donc, pour aller à ce 18 milliards d'œufs, eh bien, de notre plan de filière juin 24 avec nos 300 poulaillers, aujourd'hui, en 2026, eh bien, les objectifs sont relevés à 575 nouveaux poulaillers d'ici 2035, soit 10 millions de places de poules pondeuses supplémentaires en France en 10 ans. Alors, nous étions sur notre trajectoire à 1 million de places de poules pondeuses supplémentaires par an d'ici 2030. En fait, c'est une trajectoire qu'il faut continuer jusqu'à 2035. Tout simplement. Tout ça pour garder notre souveraineté alimentaire en œufs, notre 100%, sur lequel on compte revenir assez rapidement. Alors, on en est où ? Par rapport à juin 24, on en est où? On vous avait annoncé 300 nouveaux poulaillers. Et depuis juin 24, vous nous posez la question, mais on en est où? Alors, jusque-là, le juin 24, c'était difficile de lancer des prospectives, de lancer des observatoires par rapport au fait des délais entre la réflexion des producteurs et compagnie. Aujourd'hui, donc sur la fin de l'année 2025, on a mené un observatoire des nouveaux projets qu'on a fait entre octobre et décembre 25 pour être capable de se dire, de vous annoncer aujourd'hui où on en est. Donc, on a plus de 220 dossiers de construction enregistrés auprès de la filière et déjà assurés de leur déboucher par des partenariats signés avec des metteurs en marché. C'est-à-dire que la production d'œufs a cet intérêt-là, c'est qu'on a le schéma de contractualisation est très développé entre un producteur et son acheteur, son premier acheteur, je dirais. Donc, qui peut être une coopérative, un privé, un centre de conditionnement. En général, on a ces débouchés-là ou un centre de vos produits, une usine de vos produits aussi. On a ces 4 débouchés globalement qui contractualisent avec nos producteurs. Donc, la première chose, quand un producteur a un projet, eh bien, il cherche un partenaire pour s'en assurer un contrat de reprise d'œufs indexé sur de l'aliment ou indexé sur d'autres choses, sur la poulette. Aujourd'hui, on sait qu'on a 220 dossiers d'engagés avec une signature de contrat. En 2025, 18 nouveaux poulaillers se sont construits avec 660 000 emplacements pour 200 millions d'œufs produits en plus. En 2026, alors ça, on est quasiment certain de cela, de ces 40 poulaillers supplémentaires qui représenteront 1,25 million d'emplacements. Donc là, on commence à récupérer un petit peu de retard. On est un petit peu supérieur à l'objectif d'1 million de places de poules pondeuses par an. Mais étant donné qu'en 2025, on avait un petit peu de retard, voilà, mais c'est un plan qui monte en puissance quand même sur plusieurs années. Et puis le reste des 220 dossiers, eh bien, ils vont se faire sur 27, 28. L'objectif, c'était 2030, mais 27, 28, peut-être 29. Parce qu'il y a ces conditions-là qui doivent se remplir. Ces 3 conditions qui sont énoncées là. Les autorisations administratives. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais avec le préfet des Côtes-d'Armor sur un élevage. Un éleveur qui travaille tout seul, 30 000 poules. Il fait son travail tout seul, ramasser ses... Il souhaite construire un deuxième poulet, 30 000 poules à côté. Ça va demander 2 ans de démarche administrative. Il est sur un dossier qui fait 740 pages et qui lui coûte 50 000 euros. Vous voyez, un petit peu en France, pour simplement cela, pour juste créer un deuxième emploi, pour se libérer un peu de week-end de garde, pour avoir une meilleure stabilité. Et il va greffer son bâtiment sur un centre de conditionnement qui existe et sur une fumière qui existe. Donc c'est une cohérence de projet tout à fait raisonnable. Et
Et là, c'est un dossier qui dure. Donc entre le moment où il a commencé à lancer son dossier, c'est 2 ans de démarche administrative, plus de temps de la construction. Eh bien, entre sa première réflexion et les premiers œufs produits, c'est 3 ans. 2 ans pour la démarche administrative. En parallèle, il a lancé l'accord de prêt bancaire. Donc ça, aussi, alors la banque quelquefois rend service aux producteurs, ne pas les envoyer dans des schémas trop compliqués parce que les investissements sont très importants. Mais il faut passer ce cap-là. Et puis le dernier, ça peut être des difficultés liées à des oppositions, des blocages ou des recours d'associations qui sont quelquefois systématiques qu'on peut voir. Alors pour nous, c'est très très difficile. Vous nous sollicitez régulièrement pour avoir des porteurs de projets, pour pouvoir faire des reportages. Et à cause de cela, on a énormément de mal à en trouver. Parce que le producteur, tant qu'il a son projet, il veut en parler le moins possible pour mener son projet à son terme. Et quand le projet est lancé, là, d'accord, il peut parler. Il veut bien parler de ce qui s'est passé. Mais à l'instant T, c'est dommage, hein, mais en France, il faut vivre caché dans un projet pour ne pas exciter d'éventuels recours d'associations qui sont un petit peu systématiques quelquefois, sans se poser, sans avoir de véritables fondements. Voilà. Et ce qui fait que les dossiers aussi se compliquent. Ce dossier que je vous parlais tout de suite, par exemple, on lui demande de chiffrer le démantèlement de son bâtiment qui n'est pas encore construit. De prouver qu'il sera en capacité à assurer le démantèlement de son bâtiment qui n'est pas encore construit. Sachant qu'un bâtiment agricole dure au moins 50 ans aujourd'hui, hein, par rapport à la solidité. Donc voilà, c'est des choses un petit peu difficiles, mais on voulait vous en parler aujourd'hui. Mais par contre, on a 220 dossiers, et très souvent, ce sont de jeunes candidats. De jeunes candidats. Et ça, c'est très important dans une production, d'avoir des jeunes à vouloir se lancer. Alors, on veut bien assurer une offre 100% française. Ça, c'est pas un problème. L'offre 100% française, c'est ce qu'on veut en France, et c'est très important, la souveraineté alimentaire. Hein. La ministre de l'Agriculture nous a parlé à Rungis l'autre jour, quelques-uns d'entre vous étaient là, elle nous a parlé de guerre alimentaire. C'est ce que fait M. Poutine, c'est ce que fait M. Trump, c'est ce que font d'autres, hein, les Chinois, quand ils viennent acheter des terres en Afrique ou autre. C'est cette guerre alimentaire. En France, il faut qu'on remporte aussi, c'est d'être souverain sur notre alimentation. C'est fondamental. Mais nous, on veut bien fournir une offre française, mais pour cela, il faut qu'on soit capable de préserver le prix de revient d'un œuf. Et donc, parmi les quelques demandes qu'on a, c'est que toute nouvelle norme ou réglementation doit s'envisager au niveau européen. Aujourd'hui, on est sur un marché assez large, l'Europe, mais on ne souhaite pas non plus voir des Européens arrivant chez nous ne remplissant pas les mêmes conditions de production, notamment sur le plan environnemental, sanitaire et du bien-être animal. Sur le bien-être animal, par exemple, notre principale demande à l'Europe, c'est de généraliser l'ovosexage partout en Europe. Ça, c'est notre première demande. Ensuite, plus large que l'Europe, le monde, c'est que l'Europe se protège un petit peu aussi par rapport à ce qui peut arriver de l'extérieur. Je ne vais pas être trop long là-dessus parce vous avez longuement entendu parler des accords de libre-échange. Le Mercosur ne nous touche pas forcément trop par rapport à la volaille de chair ou la viande bovine, mais on est très, très solidaire de ces productions-là parce que nous non plus, on n'est pas à l'avenir d'avoir de ce type d'accord qui se négocie. On voit actuellement sur des règles environnementales telles que les IED. Vous commencez à entendre parler aussi sur les émissions industrielles, où là, on est en train de nous remettre un tour de vis en Europe. On nous parle de souveraineté alimentaire, de plan, et puis les IED derrière qui arrivent. Donc j'en reparlerai en conclusion sur une demande forte qu'on a. Il faut aussi accompagner l'acceptabilité sociale de l'élevage, j'en ai parlé un petit peu tout de suite, le renouvellement des générations, la rénovation et la création de nouveaux élevages par la sécurisation des projets, et l'allègement des contraintes administratives qui pèsent sur les porteurs de projets de nouveaux poulaillers. Madame la ministre s'est exprimée pas plus tard qu'il y a quelques semaines sur LinkedIn en disant que c'était pas normal que construire un poulailler était aussi compliqué que de construire une centrale thermique en France. Alors nous, on est un peu surpris qu'elle s'étonne de cela, puisque c'est comme elle qui se doit de faciliter les choses quand même, avec le ministère de l'Environnement. Donc on est un peu surpris de ça, mais c'est un fait. Je vous ai parlé tout de suite d'un cas concret, des 740 pages, 50 000 euros. C'est vraiment ce qu'on demande à Madame la Ministre, c'est un allègement administratif, mais on ne demande pas forcément moins d'environnement. On demande à faire autant d'environnement que nos voisins européens le font, notamment sur les seuils.
le contenu des dossiers. Et puis de sécuriser nos autorisations d'exploiter. Quand une autorisation d'exploiter arrive à son terme et que le préfet signe un arrêté préfectoral, on a du mal des fois à entendre qu'un tribunal administratif puisse remettre en cause une autorisation parce que peut-être qu'il manque, ou que le juge considère qu'il manque un petit point dans l'étude d'impact, sur des eaux de pluie, sur des... Voilà, c'est des choses qui sont un peu difficiles à entendre, et cela, ça avance. Le gouvernement français n'a jamais été aussi inquiet, ou l'État français n'a jamais été aussi inquiet de la préservation de la souveraineté alimentaire, et commence à entendre que, la surréglementation française a peut-être été trop loin, et qu'il faut revenir à des choses plus conformes à ce que l'Europe nous demande. Et ensuite, donc, ça va faire la transition avec le point suivant, c'est de favoriser l'origine française des œufs utilisés dans tous les circuits de commercialisation. Et pour cela, eh bien, on a notre logo qui existe toujours. Alors, je pense qu'il est bon de faire des rappels régulièrement sur l'œuf de France. Point de repère d'une origine attendue. Donc, Émilie vous l'a dit tout de suite, hein, le français, il veut des œufs français. Dans sa déclaration en rentrant dans le magasin, il veut des œufs français, et nous, on veut qu'ils sortent du magasin avec des œufs français. Il le dit, hein, pour le consommateur, 95% des consommateurs veulent des élevages en France. Bon, ils le disent, on veut qu'ils l'entendent, hein, quand on veut faire un élevage de poules plein air à côté de chez eux. On ne voudrait quand même pas que le citoyen vienne se plaindre du caquettement des poules. La poule plein air, elle va dehors et fait un peu de bruit. Mais 90% insistent beaucoup aussi, ils sont convaincus de la qualité sanitaire de nos produits. 87% de la qualité en général des produits. C'est vrai que les communications de toxi-infection ont quasiment disparu en France ces dernières années parce qu'on a une sécurité alimentaire qui est très 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 présente. On a des contrôles dans nos élevages qui se font de façon très régulière selon un plan bien établi et qui nous sécurise aussi et qui vous sécurise, consommateurs, sur ce que vous consommez. Voilà, donc c'est une enquête qu'on avait fait, nous, en 2023 avec Adocom. Et je vous annonce déjà que pour la prochaine conférence de presse du mois d'octobre, vous aurez les chiffres 2026. L'enquête va être refaite au printemps. Là. On a été très perturbés sur l'année 2025. C'était difficile de mener une enquête quand vous avez un marché qui bouge beaucoup dans des tendances. Donc notre objectif avec Adocom 2026, c'est de vous donner en octobre prochain des données réactualisées sur ce que le consommateur français pense de nos œufs. Mais en tous les cas, 90% de la production est dans la démarche œufs de France. La démarche œufs de France, ce sont des œufs pondus en France par des poules nées et élevées sur le territoire. Donc on a la chance d'avoir une sélection. Nous avons Vincent Baumier qui est directeur d'un des principaux couvoirs en France qui sera capable de répondre à vos questions tout de suite sur l'activité poussin. On a une sélection qui est très présente en France et une production de poussins 100% français, donc c'est très important. Ces entreprises sont même démarchées par nos voisins européens pour avoir du poussin français, tellement je ne vais pas dire qu'il est bon, mais il est apte à produire des œufs en quantité et de qualité. Ce logo œuf de France qui est applicable sur les œufs et sur les ovoproduits, ça c'est aussi un élément pour la restauration et les entreprises agroalimentaires. Et puis vous le voyez aussi, je pense, depuis des années, dans les magasins, sur les étiquettes des boîtes d'œufs et emballages. Aujourd'hui, 48 centres d'emballage et fabricants de vos produits sont dans la démarche. Je vais, je crois, céder la parole à Alice maintenant, non ? Hein ? Et oui, Alice. Oui, merci Marie. Alors c'est très rapide, mais c'est juste pour vous dire qu'on sera donc comme tous les ans au Salon de l'Agriculture et que cette année... Oui, merci. Et que cette année, on est très content parce qu'on sera désormais dans le hall 1, donc qui est vraiment le hall de toutes les productions animales. On sera donc avec nos homologues des autres filières sur le stand, donc sur un nouveau stand qui est plus grand que le précédent pour marquer un petit peu le coup de cette arrivée dans le hall 1, un stand partagé avec la volaille. Comme d'habitude, il y aura plein d'animations, il y aura plein d'échanges possibles aussi avec les professionnels. Voilà, on sera vraiment au centre du hall 1, donc n'hésitez pas si vous êtes de passage au Salon de l'Agriculture à venir nous rendre visite sur ce nouveau stand. Voilà, c'était juste un petit point rapide et Yves-Marie, c'est à nouveau à toi pour la conclusion. Oui. Merci Alice. Donc voilà, on vous a fait une présentation, je pense, très intéressante, puis on voulait laisser une large place aux questions.
Je regarde l'heure, hein, 13h05, on est pas mal. On s'était dit 13h15, donc moi je vais vous faire juste une petite conclusion pour reprendre. Alors je pense que vous avez déjà tout noté, mais si vous manquez quelques chiffres, voilà les principaux chiffres à reprendre. Voilà, je ne vous les donne pas. Le record, 267 en 2025, objectif 269, donc ça c'est important d'avoir ces chiffres-là bien en tête. Hein. Et puis notre objectif de construction de poulaillers, les 10 millions de poules pondeuses supplémentaires d'ici 2035. Le nombre de poulaillers, on n'est pas certain, mais sachez qu'aujourd'hui, on a quand même 220 projets en route, dont certains sont sécurisés. Mais la condition pour proposer des œufs de France aux Français, eh bien, on nous demande le soutien des pouvoirs publics, on vous l'a dit, hein, simplification administrative, réduction des durées dans les dossiers sur la réglementation française. On a aussi besoin du soutien des pouvoirs publics sur ces IED. Alors on a cause commune avec la production porcine, hein, vous étiez peut-être il y a 48 heures sur une conférence de presse de la production porcine, mais on trouve inacceptable d'être classé dans une réglementation identique à celle des émissions industrielles. Ces fameuses IED où on nous demande des valeurs limites d'émissions sorties d'élevage qui sont quasiment inatteignables et qui pourraient demander des investissements énormes aux éleveurs. Donc on souhaite avoir un cadre élevage spécifique et pas être classé comme des centrales thermiques, des usines d'incinération ou autres. C'est simplement du bon sens par rapport à notre agriculture qu'on a en France. C'est sûr qu'il y a des pays européens, la question ne se pose pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé des tailles d'élevage, où quand on parle d'élevage à quelques centaines de milliers de poules autour de nous, Espagne, Italie, Allemagne, quand on parle d'élevage de millions de poules en Pologne, en Ukraine ou en Amérique, quand on parle chez nous d'élevage de quelques dizaines de milliers de poules. La taille moyenne ici, c'est entre 15 et 20, je vous le répète. Hein. Donc, on ne peut pas avoir ce type de réglementation à s'appliquer. Si cette réglementation IED va à son terme, les réglementations IED s'appliquaient à des élevages de 40 000 poules, jusque-là. On va descendre à des élevages de 21 000 poules. Donc on va juste pénaliser les plus petits élevages. Et donc on n'est pas du tout dans ce rythme-là. Donc on demande au gouvernement français de se bouger pour aller convaincre la Commission européenne d'exclure l'élevage de cette réglementation IED. C'est tout simple. Donc Madame la Ministre, si vous voulez mener à bien un plan de souveraineté alimentaire, eh bien, allez chercher ça à Bruxelles. Après, en France, on saura aider Madame la Ministre sur son plan de souveraineté. Le porc vous l'a fait il y a 48 heures. Aujourd'hui, on vous dit il nous faut 10 millions de places de poules pondeuses supplémentaires à 10 ans. Et là, on nourrira les Français en œufs, au moins jusqu'à 2035 et voire les années suivantes. Mais c'est cela. On a besoin du soutien des banques. Je vous le disais, hein, on n'a pas chiffré le plan en milliards d'euros, mais sachez que quand il faut 1 million de places de poules pondeuses supplémentaires, c'est 60 € par poule. Donc rien que le maillon élevage a besoin d'investir 60 millions d'euros supplémentaires tous les ans. Donc sur 10 ans, il nous faut une manne, rien que le maillon élevage, de 600 millions d'euros d'investissement. On n'a pas eu le temps d'évaluer les besoins en usine d'aliments, en centre de conditionnement, en usine de vos produits. Tout ça, on ne l'a pas fait en couvoir. On ne l'a pas encore mené à son terme, mais le temps venu, on pourra vous chiffrer ça. On a besoin du soutien des distributeurs, des industriels, des restaurateurs. Notamment, ce sont eux les responsables de la mise en marché. Quand on voit des œufs étrangers arriver sur notre marché français, alors dans les ovoproduits, on vous a expliqué pourquoi on en avait eu besoin, mais dans le rayon de la grande distribution, quand on voit des œufs qui peuvent être espagnols, portugais, bon, ce sont nos voisins européens qui ont les mêmes conditions de production. Quand on voit des œufs ukrainiens arriver dans nos rayons, je ne vous invite pas à aller faire vos courses dans un carrefour à Chalon-sur-Saône actuellement. Il y a des œufs ukrainiens. Et c'est des œufs ukrainiens qui sont déconseillés à la consommation en France parce qu'ils sont potentiellement porteurs de résidus d'antibiotiques. Interdit en Europe depuis 15 ans. Mais ça, voilà, je vous ai rien dit, mais n'allez pas traîner à Chalon-sur-Saône dans le magasin Carrefour. Et ensuite, on a besoin du soutien des citoyens, mais je pense qu'on l'a, puisque si le citoyen veut de l'œuf français, il achètera de l'œuf français, les distributeurs vont s'engager à le faire, les restaurateurs aussi. Mais en tous les cas, sachez qu'on est tous mobilisés dans cette filière œuf, c'est de
d'aller vers cette souveraineté alimentaire en œuf qu'on avait il y a encore pas très longtemps. Et vous voyez qu'on va y revenir très rapidement. Voilà, donc les tensions dans les rayons, elles vont disparaître. Assez rapidement, elles vont disparaître. J'anticipe votre question peut-être, ou je ne vais peut-être pas l'anticiper, alors je vais vous laisser la poser. Voilà, donc le temps des questions est arrivé. Et merci de nous avoir écoutés. Oui, bonjour, Gérard Lepuil, pour l'Humanité. J'ai 2 questions. La première, les échos qu'on a des discussions entre les enseignes de la distribution et leurs fournisseurs sont assez tendus, et notamment dans la filière des produits laitiers et celle des porcs et de la charcuterie. Donc je voulais savoir ce qu'il en est chez vous. Et ma deuxième question, c'est comme plus de 18% des œufs sont consommés en Île-de-France et que l'Île-de-France est entourée de plaines céréalières et qu'il est question de construire beaucoup de poulaillers en France, est-ce que le moment n'est pas venu de construire des poulaillers dans les fermes céréalières qui entourent la région Île-de-France? Sur les négociations commerciales concernant la viande autre que les œufs, moi je ne peux pas me prononcer. En tous les cas, des négociations commerciales rendues au 12 février ont souvent été tendues, l'échéance étant au 28. Au 12 février, elles sont souvent tendues. Hein. Je veux vous dire, on rentre dans le point dur de beaucoup de négociations, quelquefois qui arrivent sur lesquelles on arrive à se mettre d'accord dans les derniers jours ou même des dernières heures. Mais là, je laisserai Loïc Thomas intervenir à la suite. Sur votre deuxième question que j'ai déjà oubliée. L'Île-de-France. Alors, eh bien, sur les 220 projets, sur les 220 projets qu'on a, il y a des projets chez des céréaliers qui sont très inquiets de la rentabilité de leurs exploitations par rapport au cours des céréales qui est très fluctuant depuis 2 ans, qui n'est pas bon, mais les années précédentes étaient assez bons. Donc, nous avons des céréaliers qui s'intéressent à faire des poulets de poules pondeuses, et notamment avec ce schéma de contractualisation qui vous permet d'assurer un revenu à peu près stable sur la durée d'amortissement, au moins sur la durée d'amortissement du bâtiment, qui correspond très souvent à la durée du contrat. Donc on a, au-delà de s'intéresser aux déjections organiques qui sont très utiles pour leur terre céréalière, ils s'intéressent aussi à avoir une partie de leur exploitation qui soit sur une stabilité de revenus quand même, et pour compenser les variations de cotation des céréales au fil des années. Loïc? Oui, bonjour, Loïc Thomas, président du SNIPO, du syndicat national des industriels de l'œuf. Dans la région de Toulouse, c'est ça? Oui, dans la région de Toulouse. Juste pour répondre par rapport aux négociations, comme d'habitude, les négociations ne se font pas facilement, c'est de la négociation. Et particulièrement cette année, ce qui va être important, c'est la mise en place du coût de l'ovosexage dans les tarifs. Une grande partie des clients, ça s'est finalisé. Il reste encore quelques clients qui doivent accepter de mettre en place et ce ruissellement de ce coût dans les tarifs, sachant que, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, c'était une taxe jusqu'à encore il y a peu de temps. Et donc, ça va être le grand sujet cette année, où en tous les cas, les tensions vont être peut-être sur ce sujet-là. Mais bon, on espère effectivement que la grande distribution va comprendre que ça ne peut pas rester au stade de l'éleveur, bien sûr, et qu'il y a un ruissellement automatiquement qui doit se faire dans la négociation. Sachant que ça ne changera rien au tarif, puisque ce coût était sur une taxe et était rentré dans les prix par cette forme de taxe jusqu'à présent. Oui, bonjour, Philippe Créange, le Télégramme, ici. Une question très originale. Est-ce que les tensions vont disparaître déjà dans les supermarchés? Et la seconde, c'est... vous avez un plan ambitieux de production, là, que vous nous avez exposé, d'augmentation de la production. Est-ce que vous prévoyez dans ce plan une sorte de planification régionale? Parce qu'on sait qu'il y a certaines régions qui produisent déjà beaucoup plus que d'autres, et je pense notamment à la Bretagne. Voilà, merci. Alors, la première question sur les tensions dans les rayons. Vous voyez que le 1 250 000 poules qui vont arriver en production ou qui vont être construites, je dirais, en 2026, vont nous aider. Mais elles n'ont pas mis en place au 1er janvier. Il
faut du temps dans l'année. Donc ce qu'on annonce depuis le début, nous, c'est qu'à partir de juin, ces tensions devraient normalement disparaître. On a eu des fortes tensions sur décembre-janvier, mais vous connaissez le contexte de la... en fin décembre, on a Noël, on a le 1er janvier, et puis on a la galette des rois derrière, donc on a des fortes consommations d'œufs qui nous ont... Et puis les conditions météo dégueulasses qu'on a eues aussi sur le début de l'année. Ensuite, il n'y a pas de planification régionale, hein. C'est vraiment... ça se fait de façon... on ne se voit pas planifier grand-chose. Ce dont on fait attention quand même, c'est d'avoir un étalement dans le temps de ces mises en place. On ne voudrait pas mettre sur ces 10 millions, en mettre 5 la première année, et puis après... Non. On souhaite accompagner l'évolution de la consommation. C'est tout. Et accompagner l'évolution de la consommation pour avoir de l'œuf français à arriver dans les rayons de façon régulière. C'est cela Alors nous, Interprofession, nous fournissons des chiffres. On a fourni les chiffres on a fourni aux opérateurs les chiffres de l'Observatoire, comme on vous a transmis ces chiffres-là ce matin. Après, chaque opérateur en fait ce qu'il veut. La planification est un gros mot, je crois, et même interdit par les autorités de la concurrence. Loïc ? Oui, on peut peut-être quand même rajouter qu'avec l'apparition de l'alternatif, il y a la concentration qu'il pouvait avoir sur certaines régions a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une production qui se fait sur toute la France, et surtout avec le plein air. Moi, donc, effectivement, je suis de Toulouse, et sur le sud-ouest, le développement a été très important, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt plus à l'ouest, quoi. Donc, effectivement, arrive l'alternatif, on a quand même une diversification dans les régions françaises sur la production. Voilà, les Côtes-d'Armor restent quand même le premier département de producteurs d'œufs. Et la Bretagne aussi, l'ouest de la France fait... Mais c'est sûr qu'on va avoir un déplacement de production nord, sud-est, et puis bien sûr le sud-est, autour de Toulouse. 2 questions ici. Oui, bonjour, Charlotte Murat pour le groupe EBRA. Je voulais voir avec vous, c'est l'histoire d'importation d'œufs. Plus 21% d'importation de coquilles en 2025. Est-ce que tous ces œufs-là, on les a retrouvés dans les supermarchés, dans les boîtes d'œufs en supermarché, ou alors est-ce que c'est aussi des œufs qui étaient utilisés, je sais pas, par la restauration ou dans les restaurants ou les salades qu'on achète toutes faites? L'importation, elle va surtout pour l'industrie et un petit peu sur les circuits de grossistes qui vont alimenter les restaurants. Mais l'essentiel de l'importation d'œufs, elle va en priorité à l'industrie. Et vous disiez tout à l'heure, pardon, juste pour compléter, que ce qui arrive en France, c'est principalement l'Espagne et le Portugal, c'est ça? Non, aujourd'hui, le premier pays sur l'année dernière en œufs coquilles, c'est l'Espagne, qui fait 34 000 tonnes sur 89 000 tonnes. Après, c'est distribué Belgique, Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas. Et après, c'est très atomisé. Ok, donc les œufs ukrainiens, pour le moment en France, les œufs ukrainiens, pour le moment en France, ça représente, sur 2025, source douane, 42 tonnes équivalent, 2 camions. Okay. Mais qui sont directement arrivés en France. Parce que les œufs ukrainiens, le système, on les importe aux Pays-Bas, on les importe en Lituanie, en Lettonie, et après ils deviennent européens. Quand ils sont transformés? Quand ils sont transformés ou s'ils ne sont pas marqués. Merci. Oui, on s'écoute. Vas-y. Bonjour, Mathilde Dumazet de l'AFP. Les tensions d'approvisionnement ont entraîné une couverture médiatique intense. Est-ce que vous avez constaté un effet sur les dossiers déposés, au-delà des céréaliers qui ont des difficultés et qui diversifient leur production? Est-ce que du coup, le fait que ce soit une production où on en manque, ça a entraîné un enthousiasme particulier? Est-ce que vous avez pu le constater, vu qu'on en a quand même beaucoup parlé? Alors, c'est vrai que toute la communication que vous avez pu faire et que nous avons fait a généré pas mal de projets ou du moins d'interrogations chez les agriculteurs, qu'ils soient producteurs de lait, producteurs de volailles de chair ou simplement en cours d'installation. Certains veulent diversifier leur production ou d'autres se tourner vers une production où, en fait, à l'échelle de la production, on est capable de gérer un
un temps de travail, une amplitude horaire sur une journée assez correcte par rapport, par exemple, à une production laitière. On est capable de gérer une pénibilité de travail aussi. Et puis, je reviens à ce schéma de contractualisation où c'est qu'on est capable aussi de lisser les crises. Alors, la contractualisation, elle vous protège d'éventuels mauvais cours sur les œufs, mais vous empêche aussi de profiter de très bons cours. C'est aussi ce qui protège le consommateur français, hein. Vous avez vu, même si on est en tension sur les œufs, est-ce que vous avez vu une envolée du prix des œufs par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 1 an, par exemple? Non, on ne l'a pas vu. Je crois qu'aux États-Unis, on est presque atteint, à un moment donné, c'était très cher, 1 euro l'œuf, hein, je crois. Ouais. Donc en France, vous ne l'avez pas vu. On n'a pas vu ça, hein. Même si on a des tensions, nos accords Egalim, nos schémas de contractualisation qui existent dans l'œuf depuis 1980 quand même, hein. On a été précurseur un petit peu d'Egalim. Ça fait plus de 45 ans que les schémas de contractualisation existent dans l'œuf. Donc tout ça a contribué à maintenir quelque part un prix d'œuf stable aux consommateurs. Mais on a vraiment une variété de porteurs de projets qui est très importante. Et tous ces projets-là, fait aussi quand on parle de renouvellement de génération, tous ces projets fait aussi que l'âge moyen de nos capitaines baisse, parce que ce sont de jeunes investisseurs qui viennent vers nous. Alors, bien sûr, il y a aussi des élevages à reprendre, hein, mais on avait déjà une moyenne d'âge qui était un petit peu inférieure au paysage agricole des productions animales. C'était notamment lié aux mises aux normes de 2012, des cages aménagées, où on avait déjà eu une vague de jeunes investisseurs à venir dans notre métier. Mais voilà, c'est vraiment le fait qu'on soit capable aussi d'avoir une communication sur une production dynamique. Et aussi un produit qui a une très bonne image et une image dynamique. Et est-ce que ça s'est ressenti aussi dans vos discussions avec les préfectures pour les autorisations de bâtiments, par exemple, de mettre en avant, en fait, il en manque? Est-ce que ça a un impact aussi? Il y a un cadre réglementaire à respecter. On ne passera pas outre les règles. En France, on a des seuils installations classées qui sont placés pour l'instant à 40 000 poules pour passer en autorisation avec le phénomène d'enquête publique et autres. 40 000 poules, c'est très bas par rapport à d'autres productions animales. Le seuil européen est à 60 000. Alors les décrets de la loi du plomb permettent de passer à 60 000, mais que à l'application des réglementations EID, c'est-à-dire 2030. Donc on n'y est pas. Donc ça, on demande à ce que ça aille beaucoup plus loin pour simplement monter ce seuil de 40 à 60. Mais 60, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est sur le cas précis, le cas concret, c'est simplement 2 personnes à travailler. Donc ça reste des exploitations de taille. Alors peut-être que certains vont trouver énorme. Pour nous, on considère pour un éleveur, 60 000 poules, ça lui permet de créer un emploi et de pouvoir se libérer, d'avoir une vie sociale aussi à côté de son travail. Donc c'est très important aujourd'hui pour faire venir des hommes et des femmes dans notre métier d'agriculteur. Oui, une question en ligne de Sybille Delahamed pour Reuters. La hausse de la consommation est-elle plus importante en France qu'ailleurs? Atteint-elle des records dans d'autres pays? Première question. Et la deuxième, ça concerne les prix. L'indice France-Agrimaire montre que les prix en GMS sont restés relativement stables sur 1 an. En revanche, il y a eu une forte hausse à Rungis et sur certains ovoproduits. Comment l'expliquer? La première question, c'était... La hausse de la consommation est-elle la hausse de plus la importante consommation ailleurs? est généralisée à peu près dans toute l'Europe et au niveau mondial, parce qu'on a le même phénomène. Il y a des pays qui sont à 8% en Europe, d'autres qui sont à 2%, mais on est partout en forte hausse en consommation d'œufs coquilles. Et après, donc sur les prix en GMS, ils sont faits sur du long terme dans le cadre de prix, dans le cadre de la loi Egalim, avec une indexation essentiellement liée au prix d'aliments. Donc on a eu avec une révision annuelle des autres coûts hors aliments, qui sont les coûts industriels, etc. Mais globalement, on a des prix qui sont relativement stables, alors que sur le marché, voire à la baisse, même au niveau des prix de revient, hein, l'aliment a baissé. Et de l'autre côté, sur le marché de Rungis, on est sur un marché de gré à gré qui est en spot, qui est un marché lié à l'offre et la demande. On a une offre qui est à 1, une demande qui est à 1,5. Donc on a des prix qui flambent. Et idem en nouveaux produits, on n'est pas sur des marchés qui sont constitués de la même façon en termes de règlement Egalim.
Ok, on peut prendre une dernière question si vous voulez. Alors j'en ai une ici. Ah, d'accord. Ah bon, on va en faire deux alors. Bon, Une dernière question féminine, une dernière question masculine. Alors. Allez, la parité. Oui, Marie-Pierre Samitier, France 2. Non, simplement à propos de votre appel à Madame la Ministre de la Souveraineté alimentaire et des points de blocage à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui justement sont réfractaires? Quels sont les points sensibles en fait, très brièvement? Alors, il y a des pays pour qui cette réglementation elle est sans effet. Ils ont déjà, tous leurs élevages sont déjà largement au-dessus en termes d'effectifs que des seuils que je vous ai énoncés tout à l'heure. Donc ils sont impossibles à sensibiliser. Et puis tous ces pays qui ont des élevages supérieurs au seuil que j'ai dit, à plus de 100 000, 200 000, 300 000 poules par élevage, pour eux c'est des choses qu'ils ont déjà intégrées, puisque la puissance, souvent ce sont des gros groupes en plus qui détiennent ces élevages-là, quelquefois cotés en bourse ou pas, mais voilà, sur la masse, ça, c'est des choses qu'ils intègrent assez facilement. Alors que nous, notre typologie d'agriculture fait que c'est beaucoup plus difficile. Les relations sont très bonnes avec Madame la Ministre, je voulais quand même le dire, parce qu'il faut savoir que la ministre de la Souveraineté alimentaire, elle est aussi en relation très forte avec la ministre de l'Environnement, ou la ministre de l'Environnement, je ne sais plus, comme ça change, j'ai du mal à suivre. Mais, voilà, donc c'est quelquefois le ministère de l'Environnement qui doit lui aussi évoluer vers cet objectif-là. Donc c'est ce qu'on se charge de faire et c'est ce qu'on va faire dans 2 semaines à peu près au salon d'agriculture où là on va avoir beaucoup de sujets à amener au gouvernement français. Sachez aussi qu'on a de très bons contacts avec les parlementaires français qui eux, ils le voient sur le terrain, ces tensions dans les magasins quand ils ont des concitoyens ou une partie de leur électorat qui leur dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Donc eux aussi ils sont très preneurs de solutions pour ramener de la quantité de nourriture dans nos magasins. Il y a un micro qui va arriver. Merci. Benoît Deveau, Agrodistribution. J'avais une question pour Monsieur Baumier. Je me demandais si la pression actuelle sur le marché de l'œuf en Europe, avec le besoin d'augmenter la production, fait pression sur le marché de la poulette. Est-ce que ça peut devenir un facteur limitant en fait? Alors non, aujourd'hui, c'est pas forcément mis en relation. Il est vrai qu'aussi, on produit plus d'œufs par l'allongement des lots. Et ce qui a fait aussi aujourd'hui, par l'impact de l'allongement des lots, fait commercialiser un petit peu moins de poulettes. Aujourd'hui, on augmente aussi parce que il y a eu des réformes, il y a eu des lots réformés sanitairement aussi, grippe aviaire et salmonelle. Donc on peut aussi expliquer une progression comme ça. Mais non, on n'a pas forcément de tension sur tout ce qui est approvisionnement de poulettes d'un jour sur le marché. On a fait naître, sur 12 mois glissants, on fait naître 48 millions de poussins. On a fait naître 1 million de plus sur un an. Voilà, bon, c'est des données chiffrées. Et les couvoirs se font pour défi de suivre cela. Sur la consommation, la Rabobank, par exemple, sur le monde, annonce sur les 10 prochaines années une augmentation de 22% de la consommation d'œufs dans le monde en général. Mais une augmentation de la consommation d'œufs qui sera un petit peu plus faible en Europe, autour de 18% en Europe. Voilà. Et donc sur les autres pays où il y a un besoin de nourriture, tout à l'heure je vous parlais du Mexicain qui en consommait 390, le Sénégalais n'en consomme que 39. C'est lié à un problème de disponibilité de matière là aussi. Donc beaucoup de pays ont besoin de consommer plus d'œufs, notamment pour un équilibre alimentaire. Voilà. Mais donc l'heure avançant, je pense que vous avez tous faim et que vous voulez manger des œufs. Et je crois qu'il y en a. Alice, je te laisse le dernier mot. T'as pas de micro, mais on va t'en trouver un. Alice, allez, viens, un petit peu. Non, c'était juste pour remercier du coup le restaurant Elmer qui nous accueille aujourd'hui avec un menu autour de l'œuf. Et puis remercier aussi toutes les équipes d'Adocom pour l'organisation de la conférence de presse. Merci. Donc on va applaudir le restaurant et Adocom, et le restaurant avant qu'ils nous servent. Donc on va... Et je vous remercie encore d'être venus. Puis on va continuer les discussions à table. Vous voyez, vous avez des représentants de la filière un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à poser et à discuter.